Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast du Centre Begin, Kherout. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir Youssef Charvit, qui est historien, spécialiste de l'histoire du judaïsme algérien. Youssef Charvit, nous vous avons sollicité aujourd'hui pour marquer les 90 ans de la disparition du Rav Kook, qui est décédé donc le 3 Elul 5695, donc en 1935. Donc le Rav Kook, figure majeure du judaïsme, est un des précurseurs ou des fondateurs du sionisme religieux. Vous avez écrit il y a quelques années un article qui s'intitule en hébreu Shikouf Achevra à Israélite. On pourrait traduire ça par, peut-être vous me corrigerez, le reflet de la société israélienne. C'est un peu difficile à traduire. Vous avez écrit cet article en septembre 2021. Et dans cet article, vous identifiez deux courants de pensée qui se sont succédés dans l'histoire du peuple juif au XVIe et au XVIIe siècle, que l'on a retrouvés après dans des personnages différents au XXe siècle. Est-ce que jusque-là, c'est exact? C'est-à-dire que, shalom à tous, à tous les auditeurs et spectateurs, c'est-à-dire que cet article-là, en fait, compte, est l'objet d'une constatation de longues années et en tant que citoyen israélien. Je voulais dire que le point de départ pour mieux comprendre cet article-là, c'est un petit peu parler de ma biographie, de mon autobiographie. Et là, l'autobiographie, elle rencontre une historiographie, et l'historiographie, elle rencontre une méthodologie. C'est-à-dire que du fait que j'ai grandi en Israël, je suis arrivé, bon, j'ai quitté l'Algérie à l'âge de 4 ans, et nous sommes arrivés à Cannes. Mon père était le grand rabbin de Cannes, et en 70, après 8 ans et demi en tant que rave de Cannes, nous avons quitté la France et nous sommes arrivés à Netanya, en Israël, en 70. J'avais 12 ans et je suis presque un tsabar, un sabré. Et j'ai grandi dans toutes je dirais, les institutions éducatives israéliennes et j'ai découvert que j'avais grandi dans une vie très, très dichotomique et on me parlait de beaucoup de choses et qui étaient très, je dirais, dichotomiques dans le sens où il y avait euh, une fragmentation dans la société israélienne et que je découvrais petit à petit. Et voilà que quand je suis arrivé en Israël, j'ai grandi dans un village qui s'appelle Yemid Ord, avec un grand monsieur qui s'appelait Yitzhak Meir, et qui était le directeur, et qui est devenu plus tard un ambassadeur et un grand poète, un homme, un orateur hors pair. Et il m'a dévoilé la splendeur du retour à Sion, si vous voulez. Et à l'âge de 18 ans, je suis entré à l'armée et je commençais à faire la connaissance de cette société israélienne très divisée, très fragmentée. Et je commençais à me poser des questions. D'ailleurs, je voulais être professeur de physique nucléaire et petit à petit, j'ai pris la décision d'être professeur d'histoire. Et je, j'étais aiguilleur du ciel à l'armée de l'air israélienne et je rencontrais des gens du kibbutz et du moshav, des gens religieux et non religieux. Je dirais qu'il y avait plus de non religieux que de religieux. Je dirais qu'il y avait plus qu'il y avait plus d'occidentaux ashkénazes que d'orientaux séfarades. C'est une chose peut-être à dire comme ça en passant. Et je, je termine l'armée et je décide d'étudier l'histoire et les relations internationales. Pourquoi je vous raconte tout cela? Parce que j'ai rencontré un deuxième personnage
qui m'a expliqué, je parle du professeur Israël Eldad, qui m'a expliqué la complexité de la société israélienne. Alors j'ai commencé à étudier mes études et plus le temps passait, plus je comprenais qu'il y avait une sorte de tendance, je dirais, d'une orientation tendancieuse dans mes études. Je sentais qu'il y avait un eurocentrisme, c'est-à-dire que tout était euh, concentré dans ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Europe, des Juifs d'Europe, et beaucoup moins dans les Juifs et chez les Juifs d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Et cela m'a perturbé, car moi, je suis un Juif d'Algérie et je ne savais pas ce que ça veut dire. Et je pense que cette rencontre avec Yitzhak Meir et avec Israël Eldad, et plus tard avec Manitou, trois maîtres qui m'ont expliqué et m'ont enseigné la splendeur du retour à Sion, la complexité du retour à Sion et comment euh, aborder cette complexité et y trouver des solutions et afin d'apaiser cette complexité. Cette chose-là m'a beaucoup interpellé et j'avais cet avantage-là d'être israélien et de me poser toutes ces questions-là. Et en tant qu'historien, j'ai commencé à comprendre, vous savez, les Juifs d'Algérie sont très orientaux et sont très occidentaux. C'est-à-dire qu'il y a une synthèse qui fait que je dirais que c'est le judaïsme le plus proche du monde séfarade, car l'Espagne était aussi colonisée par l'islam et par la chrétienté, chose qui a fait que les Juifs d'Algérie avaient cette synthèse qu'il fallait étudier, qu'il fallait approfondir. Et après avoir écrit pas mal de livres sur les Juifs d'Algérie et du Maroc d'ailleurs, je commençais à me poser des questions. Je- Surtout en écrivant un livre sur Manitou, sur le Rav Ashkenazi, et j'ai écrit un portrait intellectuel sur Manitou. Et celui-ci a le talent d'expliquer le pourquoi et le comment de ces différences entre la diaspora séfarade et ashkénaze et, et les conséquences de cette différenciation. Et moi, j'ai décidé, en tant qu'historien, de commencer à analyser cette chose-là. Et plus le temps passait, et je suis arrivé à une conclusion qu'en fin de compte, la société israélienne n'est que le reflet du paysage des différentes diasporas. Et petit à petit, j'ai commencé à discerner la chose suivante. Le XVIe siècle, d'une part, et le XVIIe siècle, d'autre part. Ce sont deux points de départ qui vont expliquer la, la formation de la société israélienne. D'ailleurs, je pense que plus nous approfondissons la chose, plus nous serons capables de trouver une solution à à cette grande rencontre qui se déroule au XIXe et au XXe siècle. Le XVIe siècle a vu la formation de grandes diasporas juives en Pologne et en Lituanie d'une part, et de l'Empire ottoman en Afrique du Nord et en Italie d'autre part. Ce sont de grandes diasporas. Ces diasporas existaient auparavant. Qu'est-ce que vous Non, voulez dire pas par... encore, pas encore. Les diasporas séfarades et ashkénazes vont naître au XVIe siècle, car il y avait des communautés séfarades et ashkénazes euh, en Allemagne et en Espagne. Ces deux communautés-là elles vont être à l'origine des diasporas séfarades et ashkénazes. La diaspora séfarade est due à l'expulsion d'Espagne. Elle est là
la diaspora ashkénaze, est due à la fameuse épidémie noire, euh, La peste noire. la peste noire. Et, et au XVIe siècle, ce siècle-là constitue une ère de consolidation et de prospérité à tous les niveaux dans les deux diasporas. Une ère de mise à jour, de calibrage, de réinitialisation de tous les systèmes, certainement en ce qui concerne les études juives et l'idée messianique normative, dont l'enseignement et l'établissement de la nation juive en Eretz Israël. C'est-à-dire que je suis arrivé à la conclusion que, en fait, compte les deux vecteurs principaux de l'histoire juive, les vecteurs positifs sont l'étude juive et l'idée messianique normative. Qu'est-ce que je veux dire par l'idée messianique normative? C'est-à-dire l'aspiration à réinstaurer une entité étatique en Eretz Israël. C'est une idée qui accompagne l'histoire d'Israël tout au long de son histoire, mais au XVIe siècle, il y a quelque chose de particulier qui se déroule, car au XVIe siècle, suite à l'expulsion d'Espagne, les Juifs arrivent en Eretz Israël et nous allons voir l'idée messianique normative en application. Je voudrais mettre bien l'accent sur cette chose-là. Vous parlez notamment des kabbalistes de Tzfat, de Safed. Je parle des kabbalistes, mais pas seulement. Je ne suis pas penseur, je ne suis pas euh, impliqué dans l'histoire de la pensée juive. Je suis historien et je suis très à cheval sur le terrain factuel et non pas de pensée des idées. Bien sûr que les pensées et les idées aident beaucoup à l'action et à l'activisme, mais il y a quelque chose qui se passe au XVIe siècle qui est l'aspiration à créer à nouveau un État en Eretz Israël. Je parle de personnalités diverses, comme par exemple David Areouveni et Shlomo Molcho qui veulent conquérir la terre d'Israël. Je parle de Donna Gracia et Don Yosef Nassi qui veulent créer une habitation en Eretz Israël, une agglomération juive en Eretz Israël. Je parle de Rabbi Shlomo El-Kabetz, je parle de Rabbi Yosef Karo, je parle du Hari Akadosh, c'est-à-dire le Rav Yitzhak Luria Ashkenazi, qui, eux, conçoivent l'idée messianique en tant que telle, qui se déroule au XVIe siècle et qui donne le sens et la signification de tout ce qui se passe en Eretz Israël. Je parle de Don Yitzhak Abarvanel, qui, lui, a fait beaucoup d'efforts pour promouvoir la Aliyah en Eretz Israël et la rédemption en Eretz Israël. C'est, et, ce, et ça fait des Tzfat et Jérusalem vont devenir le Migdalor, Le phare. le phare de toutes les deux diasporas. Nous allons voir, et les Sfaradim, et dans la diaspora séfarade, et dans la diaspora ashkénaze, leurs regards vont converger vers Eretz Israël Et tout ça se déroule au XVIe siècle. au XVIe siècle. Et par exemple, euh, en Pologne et en Lituanie, nous avons ce qu'on appelle le Vaad Dalet Haratzot, c'est-à-dire le comité des quatre pays, des quatre grandes communautés qui étaient dans le monde ashkénaze et dont le Rav Yosef Karo va être euh, soutenu et va être, comment dire, euh, il aura
le, l'approbation du Rav Moshe Isserlich, le rabbin qui était le leader du monde ashkénaze, et il va dire, En Pologne. en Pologne, il va dire que le Rav Yosef Karo, c'est le maître d'Eretz Israël, c'est pourquoi il est le maître du peuple d'Israël. Et c'est pourquoi, quand le Rav Yosef Karo va écrire le Shulchan Aruch, qui est une codification nationale, qui est le résumé de toutes les décisions halachiques qui étaient dans les deux diasporas, voilà que le Rav Moshe Isserlich va dire, OK, si c'est comme ça, je n'écrirai pas de Shulchan Aruch, mais j'écrirai la mappa qui va être dressée sur la table dressée. Et Il ira même jusqu'à renoncer. Non, enfin, il avait déjà écrit ce livre, ou en tout cas, il avait commencé. Il a renoncé à le publier pour ne pas aller contre le livre de Rabbi Yosef Karo. qui était le maître d'Eretz Israël Voilà. Il et s'est Maran et suffi de, Halacha. justement donc d'écrire ces commentaires entre parenthèses qui concernaient les traditions ashkénazes. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de plénitude, d'harmonie entre les deux diasporas quand le centre de ces deux diasporas était Eretz Israël. Et, il y avait, je dirais, un accord à l'unanimité, comme quoi nous vivons une ère messianique significative, qui n'est pas une ère de messianité ambiguë, une messianité mystique, pas du tout. C'est quelque chose de très concret et de très euh, terrestre. Vous savez, une fois, quand j'étais en quatrième année de mes études, pendant la maîtrise, il y avait un grand monsieur qui s'appelle Israël Kolat. Il avait dit, professeur Israël Kolat avait dit qu'en 1840, on avait désigné cette date-là comme étant dans le Zohar, comme étant une date clé pour la rédemption d'Israël. Mais, L'année Tavresh. pardon, L'année Tavresh, l'année Thor. ta- l'année Tafresh, Kol HaTor Nishma Be'atzmo, 5600. 5600. comme 1840. Oui, 1840. 5600 hein, dans Ah, le pardon, compte corrigé. hébraïque. Très bien. Alors, il a dit, ouais, vous savez, rien ne s'est passé en 1840. Alors moi, j'ai osé lever mon doigt et je lui ai dit, cher professeur Collat, je voudrais expliquer ce que signifie, c'était en 1984, quelque chose comme ça, et je voudrais expliquer ce que signifie l'idée messianique, selon Maïmonide. C'était la première fois que j'avais eu la permission de parler devant la classe entière, et je voulais un petit peu le contrecarrer, mais je l'ai fait avec beaucoup de respect, et il m'a donné la permission. D'ailleurs, je voudrais lui rendre hommage au professeur Israël Collat qui m'a donné la possibilité d'expliquer la chose. Et j'étais en train d'étudier cette question-là avec le Rav Wiener, je me rappelle, dans les années 80, au début des années 80. Et voilà que je dis la chose la plus explicite que Maïmonide va dire que l'idée messianique est celle du retour à Sion, de la création d'une entité étatique auquel euh, un homme politique est à la tête de ce processus. Il va rassembler les exilés d'Israël, il va faire la guerre contre Amalek et les ennemis d'Israël, et il va, en fin de compte, construire le Beth Abechira, le Beth Amikdash, la montagne de Moria. Et Et je lui ai dit que sache que ce processus-là est un processus graduel. Donc, je ne savais pas encore quelle était la raison pour laquelle il a dit cette chose-là, que rien ne s'est passé. Et je l'ai compris que plus tard, parce qu'il était assujetti
avec cette façon de, cette réflexion ashkénaze, je dirais, à la lumière de l'école de Jérusalem, sur laquelle je vais tout de suite m'attarder, l'école de l'université hébraïque, qui, elle, a une analyse euh, qui est euh, une analyse qui est préconçue, qui est formée par l'idée de ce qu'on appelle la science du judaïsme. Je vais tout de suite en parler. Alors, C'est-à-dire que, avant d'en arriver là, peut-être que justement vous expliquer ce qui s'est passé après le XVIe siècle et cette atmosphère assez harmonieuse que vous avez décrit. Donc, on arrive au XVIIe siècle et là, il y a plusieurs crises qui se déroulent et qui exactement, affectent le peuple juif, aussi bien en diaspora qu'en Eretz Israël, et aussi bien dans le monde ashkénaze que dans le monde séfarade. Et c'est là que va naître donc ce deuxième courant de pensée. c'est-à-dire que là, le XVIIe siècle est annonciateur d'une grande tempête. Ce XVIIe siècle-là a semé la discorde dans cette même tranquillité depuis le déluge des années 48-49, ce qu'on appelle les Meoraot Tartat, ce qui est la catastrophe qui se passe, 750 communautés vont être complètement détruites en Pologne et en Lituanie par les Ukrainiens, et près de 100 000 Juifs vont être assassinés. Et d'ailleurs, on l'appelle la Shoah avant la Shoah. Et il y aura aussi un séisme au niveau des idées euh, qui va faire un tremblement de terre au niveau des idées et au niveau de l'enseignement du judaïsme. Le séisme de Uriel d'Acosta, le séisme de Baruch Spinoza, en passant par la crise de Shabtai Tzvi et plus tard Yaakov Frank. Tout cela va se passer dans le monde entier. C'est-à-dire que et la diaspora séfarade et la diaspora ashkénaze vont être interpellés par ces séismes-là, par ces tremblements de terre. Car Shabtai Tzvi et Yaakov Frank vont parler d'un messianisme, mais celui-ci va être un messianisme chaotique, un messianisme de démagogie, un messianisme de sentiment de, de folie de grandeur, Mystique aussi. mystique, et qui n'a aucun rapport avec l'idée messianique normative. Et Spinoza et Auriel d'Acosta avant lui vont remettre en question toutes les normes du judaïsme et toutes les lois de la foi, les principes de la foi d'Israël. Le chaos a frappé avec force les dispersions et les diasporas et les ordres de l'érudition juive et de l'idée messianique. Les principes de la foi ont été déracinés et l'idée messianique est devenue chaotique, entraînant une crise de confiance envers l'élite rabbinique et les prémices d'une laïcité tenace. C'est-à-dire que ces deux événements-là, surtout Spinoza d'une part et Shabtai Tzvi d'autre part, cela va remettre en question et c'est le vecteur de la lamdadout, de l'érudition juive, des études juives, et d'autre part de la messianité. Le XVIIe siècle a marqué un tournant dans l'ère moderne pour des raisons historiques et sociologiques. Les différentes diasporas ont réagi différemment
tandis que la diaspora séfarade a surmonté tout cela et a décidé de reconstruire les ruines tout en concevant un modèle d'unité. Voilà que la diaspora ashkénaze a fait face à tout cela tout en concevant un modèle de division, de scission, de fragmentation. Et très rapidement, nous allons voir à partir du XVIIe, XVIIIe, 19e et 20e siècle comment ce modèle-là va caractériser les différents modèles, le modèle de l'unité et de la persévérance à suivre le modèle de messianité normative va caractériser le monde séfarade. D'autre part, le modèle de friction et de scission et de fragmentation et Alors, le- pour les scissions, dans le monde ashkénaze, vous parlez des scissions entre les grandes scissions entre Mitnagdim et Chassidim, mais après plus tard entre religieux et non religieux. non religieux, sionistes, antisionistes, ce sont C'est un phénomène qu'on retrouve pas dans le monde séfarade, qui est les en effet, communautés restées unies malgré les différences. et ce n'est pas par hasard, car le christianisme a menacé l'identité du juif et l'islam a menacé son statut. C'est-à-dire que l'identité juive en Ashkénaze a été ébranlée avec ces séismes-là en question. Et c'est pourquoi, étant donné que la chrétienté, le monde juif en chrétienté, en terre chrétienne, c'est un monde qui va concevoir le judaïsme comme étant une religion. Et c'est un terrain très conflictuel. Et donc Tandis que, forcément, de ce moment-là, toute personne qui dévie un petit peu, elle est en dehors du camp. exactement. D'autre part, dans le monde séfarade, le judaïsme est considéré comme une nation et de toutes les Par les manières musulmans eux-mêmes. par les musulmans eux-mêmes. C'est justement, c'est l'inspiration du monde musulman parce que lui, l'islam, il menace seulement le statut juif, Statut et social. le statut social et non pas l'identité juive. C'est pourquoi dans le monde musulman, les juifs vont persévérer et vont et être équilibrés dans les deux sens, et dans le domaine de l'étude juive et dans le domaine de la messialité. C'est-à-dire, certes, Spinoza nous a remis en question, certes, Shabtai Tzvi nous a remis en question, mais nous revenons à la messianité biblique, normative, qui, elle, prône le retour à Sion. Tandis que dans le monde ashkénaze, quelque chose de très très grave s'est passé, nous allons assister à une division euh, permanente dans le monde ashkénaze. Et c'est pourquoi, déjà au début du XVIIIe siècle et au XIXe siècle, nous allons voir une fragmentation, une scission et une division permanente dans le monde ashkénaze. Il y a aussi peut-être, il y a aussi l'ambiance générale dans le monde chrétien, c'est l'époque des guerres de religion entre catholiques et protestants, etc. Donc forcément, ça a certainement eu un impact sur le monde juif. Sans aucun doute. Et nous n'oublions pas que la messianité dans le monde ashkénaze, la messianité dans le monde chrétien est un thème très, je dirais, très effervescent. C'est-à-dire que les, les Juifs en Ashkénaze ont peur de parler de cela, car euh, Hmm. euh, les chrétiens parlent sans cesse de cette chose-là. Alors est-ce que ces crises du XVIIe siècle, est-ce qu'elles ont bloqué l'élan qui avait été lancé au XVIe siècle? Exactement. Mais étant donné la sociologie et l'histoire de ces deux diasporas-là, nous allons voir deux différentes réactions.
d'une part, la réhabilitation de la recherche juive, de l'étude juive, de l'idée messianique biblique normative et du modèle d'unité qui a résulté d'un climat de liberté intellectuelle propre au pays islamique, un regain d'intérêt pour la Torah du XVIe siècle et la perception du judaïsme comme nation, d'une part, et d'autre part, le conflit idéologique et le modèle de fragmentation qui découle d'un climat polémique qui caractérise les pays de la chrétienté et de la perception du judaïsme comme religion. Ces deux siècles-là vont être la base et la perspective historique de ce qui va se passer au 19e et 20e siècle et dans le monde juif et en Eretz Israël plus particulièrement, et plus tard dans la société israélienne. Et, ce, et cela, je voudrais l'illustrer par les deux écoles, les quatre écoles de sagesse juive, Chochmat Israël, au 19e et 20e siècle. C'est-à-dire, dans le domaine de ces deux vecteurs-là, de l'étude juive d'une part et de la messianité d'autre part, nous allons assister, nous allons être les témoins oculaires de quatre écoles principales qui ont promulgué l'enseignement de l'étude juive dans le monde juif. Au 10e, au 19e siècle et au 20e siècle, il y a eu quatre écoles essentielles. Les écoles de Berlin, 1819, l'école de Jérusalem, les sciences du judaïsme, c'est ce qu'on appelle les sciences du judaïsme, c'est-à-dire, pour ainsi dire, ces deux écoles-là, ce qu'on appelle en allemand la Wissenschaft das Judentums, okay? Agudat Mada'e Yahadut, la Wissenschaft a eu un impact à partir de Berlin sur, sur le judaïsme européen et plus tard aussi sur un impact sur le judaïsme euh, qui est non européen. C'est vrai qu'en 1819, il y avait à Berlin, en Allemagne, des émeutes que nous appelons les émeutes HEP-HEP. Ça veut dire, ce sont les initiales de Jerusalem Perdita, Jérusalem perdue. C'était le cri de guerre des croisés quand ils sont arrivés en 1099. Ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont crié Hep, Hep, c'est-à-dire Jérusalem est perdue, Khalila. Et voilà que en 1819, les émeutes des étudiants à Berlin ont crié les mêmes cris. Et il y a eu des émeutes qui ont fait que les Juifs d'Allemagne ont créé l'école de Berlin afin d'apaiser l'hostilité des Allemands vis-à-vis des Juifs. Et ils vont créer la Wissenschaft das Judentums, l'école de Berlin, Alors, qui, si vous elle, pouvez mettre des noms sur pour que ce soit clair pour les auditeurs, des noms sur les grands personnages, les grandes figures de cette école. oui, je parle de Gretz, je parle de Wolf, je parle de Baer, il y a plusieurs personnages qui ont en fait compte. D'ailleurs, il y avait aussi le grand poète Heydrich Heide, Ouais. Heide, qui lui était un grand amoureux de Sion. Et d'ailleurs, c'est un personnage assez intéressant, très paradoxal, mais euh, il a fait partie de cette mouvance. Il faut dire que la grande majorité des érudits de Berlin se sont convertis au christianisme, en fait, compte. Et c'est parce que qu'est-ce qu'ils ont voulu faire en créant cette école, l'école de Berlin?
ils ont voulu normaliser le judaïsme. Ils ont voulu dire, sachez que certes, nous avons reçu l'émancipation allemande, nous sommes devenus des citoyens allemands, ne vous en faites pas. Le judaïsme est égal à la chrétienté. C'est d'ailleurs c'est c'est cette école qui a engendré l'idée judéo-chrétienne, c'est-à-dire une sorte de normalité, une sorte de normalisation qui a fait que euh, les Juifs ont voulu apaiser les mœurs. Et voilà que plus tard, en 1919, va être créée l'école de Jérusalem, qui va engendrer en fait compte l'université hébraïque en 1925. Donc on parle de Magnès, de Martin Mais, Buber. je parle nous parlons de Buber, nous parlons de Gershom Scholem, sur lequel d'ailleurs je vais parler dans quelques instants. Tcherikover, un grand monsieur qui a écrit Menachem Chaim Hillel Ben Sasson, qui est l'oncle de Menachem Ben Sasson, le professeur d'histoire. Les sciences du judaïsme cherchaient à reformuler la relation aux études juives à travers le prisme de l'émancipation et du nationalisme, et ils ont commencé à correspondre naturellement avec le XVIIe siècle, qui était un siècle sceptique, chaotique, en sapant sur les principes de la foi au nom de la science de la recherche pure. C'est-à-dire que ce n'est pas par hasard que ces deux écoles-là, l'école de Berlin et l'école de Jérusalem, je dirais, ce sont euh, les premiers organismes qui vont former les universités, le monde de l'université, le monde académique. Ils vont naturellement euh, correspondre avec le XVIIe siècle, car le XVIIe siècle est sceptique, mais il est aussi chaotique. Et au nom de la science vont être dit des choses invraisemblables, très graves au niveau de la foi juive et au niveau de la messianité. Et donc en face de ça, on a l'école du Rav Kook et l'école, si je me trompe pas, donc l'école de pensée juive de De Paris, Paris. C'est de ça. Manitou, André Neher, etc. Je voulais dire simplement que le professeur Gershom Scholem cherchait ainsi à réhabiliter les études kabbalistiques, d'une part, chose qui était positive, selon Manitou, et il a aussi réhabilité Shabtai Tzvi, le faux messie. Il va dire qu'il était le père des transformations de l'ère moderne. C'est lui, selon lui, tout commence avec Shabtai Tzvi, tout en ternissant le rabbin Yaakov Sasportas, le grand guerrier contre Shabtai Tzvi, en le qualifiant de l'inquisiteur juif, celui qui s'est battu, qui a eu beaucoup de courage pour euh, mettre en question et contrecarrer Shabtai Tzvi, le faux messie, qui était Shabtai Tzvi, pardon, qui était le Rav Yaakov Sasportas. Celui-ci a été euh, jeté par Gershom Scholem en tant qu'inquisiteur juif. Le professeur Yosef Klausner et le premier ministre David Ben-Gurion cherchèrent ainsi à lever le cherem, le bannissement qui a été euh, frappé, Prononcé. pardon, Prononcé. prononcé contre Spinoza et à lui montrer des expressions indépendantes de fraternité. Le Klausner a dit, tu es notre frère, tu es notre frère. Et David Ben-Gurion, de la même façon, il a parlé aussi en 53 de réhabiliter Spinoza. En revanche, les écoles de sagesse du Rav Kook en 1904, du Rav
Avraham Yitzhak à Cohen Cook et de son fils. Le, 1904, c'est l'année de son alia. oui, il est monté le 28 Iyar, le Kafred Beiyar. C'est une année assez importante, c'est une date assez importante, Exact. c'est la libération de Jérusalem. Plus tard, 63 ans plus tard, eh bien, le Rav Kook, son école, est l'école de Paris en 1946. Ces deux écoles-là, quand je parle de l'école de Paris, je parle bien sûr d'une école que les francophones connaissent assez bien. Nous parlons de André Neher, Eliade Amado-Valency, Jacob Gordin, Emmanuel Levinas, et bien sûr Manitou, le Rav Yehuda Léon Ashkenazi. Ces deux écoles-là cherchaient à remettre en question la destruction culturelle entre les deux guerres mondiales et après la Seconde Guerre mondiale, et à revenir à un judaïsme équilibré, à une normalité qui l'emporte sur la polarité. Ils ont commencé à correspondre naturellement, eux, avec le XVIe siècle, le siècle normatif, cherchant à revenir au fondement et aux principes du commencement. Ainsi fut renouvelée la pensée du Maharal, qui lui, le Maharal de Prague, qui lui, un grand penseur du XVIe siècle. Ce n'est pas par hasard que le monde ashkénaze a ignoré le Maharal de Prague jusqu'au XXe siècle. C'est pas par hasard. Et il y a eu aussi un renouvellement de la pensée du Shla à Kadosh. Le Shla, qui est, lui, le Rav Yeshayahu Yeshayahu Halevi. Alevi Horowitz, qui lui a aussi beaucoup influencé ces deux écoles. Ainsi, la Kabbale lourianique fut considérée comme la mère de toutes les idées fondamentales de la science juive et de l'idée messianique normative. C'est pas par hasard que le Rav Kook et Manitou, si vous le voulez, étaient euh, orientés vers le XVIe siècle. Le XVIe siècle leur donne toute l'inspiration. La perspective de 500 ans permet d'identifier les processus de continuité et de rupture qui ont eu lieu dans les deux diasporas, tout en identifiant les processus de guérison et de réconciliation qui leur sont propres. La clarification qui s'opère actuellement lors du grand retour à Sion est une clarification issue de la grande rencontre des exilés d'Israël avec leurs problèmes, avec leurs difficultés, avec leurs problématiques pour le pire et le meilleur. Le débat que nous vivons aujourd'hui est un débat vif et profond. Et cela est bien, c'est bien que la chose se déroule. Ainsi, la polémique sera apaisée et la complaisance s'approfondira. Il est dans la force du retour à Sion et l'unité des tribus d'Israël, dans la force de la fécondation mutuelle, la possibilité de revenir et de réparer le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand nous vivons le retour à Sion, ce n'est pas par hasard que nous vivons une rencontre tellement problématique, mais en même temps tellement bénéficieuse, tellement fructueuse entre ces deux diasporas. Car les deux diasporas amènent avec elles les, tous les processus historiques qui les ont formés. Et avec cette rencontre-là, il y a bien sûr des conflits, mais il y a aussi aujourd'hui, nous vivons les premiers jours des slichot. Alors, on pourrait dire, on peut assister à quelque chose de très intéressant, comment les Ashkénazes sont très
et amouraché des slichot sfarad. C'était pas par hasard. C'était pas par hasard. Il y a quelque chose d'apaisant dans les slichot séfarades. Il y a quelque chose d'enchantant dans les slichot séfarades. Bien sûr, pour illustrer la rencontre qui est, qui n'est pas facile, qui n'est pas euh, tant harmonieuse que on le souhaite, mais il faut savoir qu'on vient avec énormément d'histoire avec nous, avec énormément de conflits et de difficultés. D'ailleurs, j'ai écrit un article qui figure dans le Journal of Judaism, euh, Journal of Jewish Studies à Oxford. Là-bas, j'explique pourquoi, euh, pour devenir sioniste dans le monde ashkénaze, il fallait sortir de la norme religieuse. Tandis que dans le monde séfarade, pour être sioniste, tu peux rester religieux. De manière générale, tous ces mots, la religion, et ce sont des mots chrétiens qui n'ont rien à voir avec le judaïsme, mais on les emploie Alors, pour clarifier les idées. alors justement, en quoi justement cette école, on approche de la fin, cette école du Rav Kook et aussi bien sûr donc de Manitou ont les réponses pour résoudre justement les conflits internes de la société israélienne. On voit aussi aujourd'hui que depuis quelques années, l'intérêt de la société israélienne pour Manitou est grandissant. Donc en quoi est-ce que leur pensée, celle du Rav Kook et celle de Manitou et d'autres penseurs, a les réponses pour résoudre ces conflits internes? C'est la réponse, je dirais, la solution, c'est le regard kabbalistique, c'est-à-dire le regard de l'intériorité des événements, et non pas se contenter de l'extériorité des événements, c'est voir les choses en profondeur dans l'intériorité des événements, c'est-à-dire que euh, il y aura une considération pour tous ceux qui œuvrent pour le retour à Sion et pour le renouvellement, pour la résurrection de la nation d'Israël en Eretz Israël. Cette nation en Eretz Israël aura un impact universel et ce sont les deux idées maîtresses de ces deux écoles-là, c'est-à-dire avoir de la considération pour un Herzl, même s'il n'a pas de kippa sur la tête, avoir de la considération pour des pionniers qui veulent renouveler la, l'agglomération juive en Eretz Israël et renouveler un État en Eretz Israël. Et cette formule sera une formule bénéficieuse, une bénéfique pour le monde entier. Et savoir regarder de façon intérieure aux événements, c'est-à-dire savoir ce qui s'est passé dans la diaspora ashkénaze, comme ce qui s'est passé dans la diaspora séfarade. Manitou et le Rav Kook parlent souvent de la, de la, de ce qu'on appelle Ikveta de Meshicha, c'est-à-dire ce qui se passe, ce qui, La période pré-messianique. la période messianique et pré-messianique qui formule une, un processus qui est celui d'un retour en Eretz Israël et, et sachant comprendre qu'il y a un arbre qui a ses racines d'une part et ses branches d'autre part. C'est le même arbre. Et bien sûr, au-delà de cela, il y a toute une approche par rapport à la sainteté et par rapport au profane. Et l'expression très connue du Rav Kook, Ayashan Hmm. Yitраdesh, Vachadash Kadesh. Yitkadesh. L'ancien
se renouvellera et le nouveau se sanctifiera. Et, et ce n'est pas par hasard que l'école de Paris et l'école du Rav Kook se sont rejoints et se sont euh, euh, ont convergé dans les mêmes orientations. Ce n'est pas par hasard que le Rav Kook a été un leader très important durant les années 1929, lors des émeutes très graves qui étaient en Eretz Israël. D'ailleurs, tout le leadership israélien était en dehors d'Israël, car euh, ils ont participé au congrès sioniste, le 20e congrès sioniste, et le Rav Kook était le seul leader qui était resté pendant les fameuses émeutes qui ont vu malheureusement 133 juifs assassinés. Les émeutes de 29 ressemblent beaucoup aux émeutes du, 20, du Le 7 octobre. 2023, 7 octobre 2023. Il y a énormément de ressemblances. D'ailleurs, Khaja Abdel Hussein, qui était à Le Moufti de l'origine, Jérusalem. le moufti de Jérusalem, qui était à l'origine de ces émeutes, c'est celui qui va collaborer avec les nazis et qui va engendrer en fait de compte le Hamas et les frères musulmans, etc. C'est la même, je dirais la même espèce. Le même Et courant. alors, le Rav Kook a dirigé l'opération, il était le leader principal pendant ces fameuses émeutes et il a prophétisé en 1933 par le biais d'un article qu'il a écrit, Shofarot, et on s'approche de Rosh Hashanah, peut-être que c'est intéressant de le, de le remarquer. Il a écrit en 1933, quand Hitler est monté au pouvoir, il a écrit le fameux article Shofarot. Shofarot, c'est-à-dire les trois chauffards avec lesquels on peut sonner du chauffard. Le chauffard du bélier, qui est le meilleur, le chauffard d'une bête pure, qui est à moins bien, mais assez bien pour Valable. faire. Ouais. Mais si tu n'as pas eu de bélier, de chauffard de bélier, ou tu n'as pas eu de chauffard de bête pure, tu devras malheureusement entendre le chauffard d'une bête impure. C'est-à-dire qu'il va faire une corrélation entre la halakha et et la pensée juive. C'est-à-dire que il va nous dire qu'il est préférable de monter en Eretz Israël en écoutant la sonorité du chauffard d'un bélier et d'un chauffard d'une bête pure, mais si on écoute, on n'entendra ni le son du chauffard de bélier ou de bête pure, malheureusement, nous devrons écouter le chauffard d'une bête impure. Et d'ailleurs, il est interdit de faire la bracha avec un chauffard de bête impure. Et il va bien sûr insinuer, il va dire les deux noms de grands euh, euh, Persécuteur. persécuteurs comme Petliora d'une part et Hitler d'autre part. Et le Rav Kook a été à l'origine de, du, de la, la, la grande sagesse du retour à Sion, qui est une sagesse qui va être euh, individuelle, nationale et universelle. Et ce sont ces trois pôles de l'existence juive qui vont être conjugués dans la pensée du Rav Kook et dans la pensée de l'école de Paris aussi. Alors peut-être une dernière question. Est-ce que on pourrait établir une filiation justement entre ces deux courants, donc celui qui est né au XVIe siècle et celui qui est né au XVIIe siècle, avec les deux grands courants du sionisme, c'est-à-dire le sionisme travailliste, socialiste de Ben Gurion, Chaim Weizmann, etc., etc.
Et donc il y avait justement cette approche très très séculaire, anti-religieuse, etc. Et le sionisme révisionniste de Jabotinsky, de Menachem Begin, etc., qui avait une approche beaucoup plus apaisée avec le judaïsme traditionnel, avec le messianisme, avec la pratique religieuse, etc. On connaît un des mots, enfin, des slogans du sionisme socialiste, c'était Me'atanach ad Palmach, c'est-à-dire du Tanakh jusqu'au Palmach, et tout ce qu'il y a au milieu on l'oublie, alors que dans le sionisme révisionniste de Jabotinsky, etc., il y avait on prenait tout. C'est l'histoire juive, c'est une entité entière et on prend tout. Nous, on n'est que l'aboutissement de tout ça. On vient pas effacer quelque chose du passé. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir un lien entre ces deux courants? Là, vous rentrez dans une analyse des mouvements d'Haskalah qu'il y avait dans le monde juif. La Haskalah, comment dire, le mouvement intellectuel des lettres, des Lumières du 18e et 19e siècle. Ces courants-là ont eu un impact sur ce qui s'est passé dans le monde juif en Europe de l'Est d'une part et dans l'Europe centrale d'autre part, et l'Europe d'Ouest, occidentale. Et, et là, il y a un développement qui fait que il y avait des personnes beaucoup plus éloignées du judaïsme et des personnes beaucoup plus proches du judaïsme. Cela aura un impact sur le XXe siècle. J'ai commencé notre rencontre avec Israël Eldad. Et lui a eu beaucoup d'impact dans le mouvement Révisionniste. révisionniste, d'une part, et plus tard, après, du groupe Stern, du Lehi. Lui était un personnage qui a continué le- la pensée de Uri Tzvi Greenberg, un grand poète. Je pense que c'est le poète qu'il faut approfondir, bien sûr. Jaboutinsky était un poète aussi et un grand écrivain. Mais je pense que cette perspective-là est due au fait qu'ils étaient beaucoup plus proches. Par exemple, Uri Tzvi était chassid. Il faisait partie de la chassidoute. Et cette perspective-là va lui donner beaucoup de clés d'outils pour approfondir euh, l'histoire d'Israël. Et il va être un grand critique, Uri Tzvi Greenberg, du temps de la modernité du peuple d'Israël, à travers ses poèmes, à travers ses articles. Et bien sûr, Eldad va faire de même, mais tout en restant fidèle à l'histoire d'Israël et à et toutes les pièces maîtresses du judaïsme tout au long de son histoire. Et c'est vrai, il y a eu une grande crise qui a créé cette dichotomie dans le monde ashkénaze et de cette synthèse dans le monde séfarade. Et chacun a son mérite, chacun a ses inconvénients, chacun a ses avantages. Et aujourd'hui, quand nous nous rencontrons en Eretz Israël, à nous de féconder de façon mutuelle les deux diasporas afin de redevenir des Hébreux. Nous étions trop longtemps des Juifs de diaspora. Maintenant, à nous de revenir et de créer une synthèse équilibrée de l'hébraïsme en Eretz Israël. Celui-ci a un impact sur le monde entier. D'ailleurs, nous vivons la fameuse guerre que nous vivons aujourd'hui. Regardez l'impact qu'a Israël dans le monde entier. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas seulement un impact géopolitique, c'est un impact aussi géospirituel, je dirais.
Morale. morale. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Youssef Charvit. C'était passionnant et à bientôt pour d'autres épisodes. תודה רבה.